Donc, bonjour à tous, merci à Marion pour cette invitation. Je suis Coralie Gandré et je vais vous présenter avec mon collègue Jean-Baptiste Azot le financement de la recherche en santé mentale, études européennes. Alors, je vais commencer par vous parler du contexte qui est lié au financement de la recherche en santé mentale et notamment tous les enjeux qui y sont liés. Et je vous présenterai deux études qu'on a menées sur le financement national de la recherche en santé mentale en Europe, avec des exemples dans plusieurs pays européens pour l'année 2011. Et ensuite, une étude de cas qu'on a menée spécifiquement en France pour voir si lorsqu'on développait des mesures pour soutenir la recherche en santé mentale, ça contribuait à augmenter les financements de ce type de recherche. Et dans un deuxième temps, Jean-Baptiste vous présentera le financement au niveau européen de la recherche en santé mentale, les perspectives et les recommandations. Alors le premier enjeu qui est lié au financement de la recherche en santé mentale et que je pense vous connaissez tous assez bien puisque c'est un enjeu qui commence à être bien documenté et bien connu, c'est le fardeau épidémiologique. On estime qu'à l'échelle mondiale, les troubles mentaux touchent à peu près une personne sur 3 au cours de la vie. Et il y a une étude qui a été menée en Europe et qui a montré qu'il y aurait 38,2% de la population qui serait atteinte chaque année, soit à peu près 165 millions de personnes. Alors c'est des chiffres que je voudrais moduler en fait en fonction de ce que l'on va inclure dans le terme troubles mentaux, parce que dans cette étude, ils ont inclus les démences et les retards mentaux, et nous, c'est quelque chose que l'on n'inclura pas dans notre étude, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Il représente également la seconde cause de perte de qualité de vie, juste après les maladies cardiovasculaires, et c'est un constat qui est d'autant plus frappant et alarmant qu'on estime qu'il est en augmentation et que en 2020, les troubles mentaux représenteront la première cause de handicap dans le monde, sachant que dans certains pays, et notamment la France, ils représentent déjà la première cause de handicap. Donc le deuxième fardeau, qui est moins connu, moins documenté, qu'on a tendance du coup à un petit peu oublier, c'est le fardeau économique qui est lié aux troubles mentaux. En Europe, on estime que les pays membres de l'Union européenne dépensent entre 3 et 4% de leur produit national brut pour les conséquences et les soins des troubles mentaux, et qu'entre 2 et 14% de leurs dépenses totales de santé sont allouées aux troubles mentaux. Je vous ai mis une étude qui a été menée en Europe sur le coût de ces pathologies, qui est la seule à l'heure actuelle, qui estime que les coûts directs et les coûts indirects représentent à peu près 700 milliards d'euros. Donc juste pour préciser, les coûts directs, en fait, c'est l'ensemble des coûts qui sont liés aux dépenses des soins de santé, aux dépenses des soins médico-sociaux, alors que les coûts indirects, c'est les coûts liés à la perte de productivité. Le deuxième problème avec le fardeau épidémiologique des troubles mentaux, c'est qu'il y a une grande partie de ces coûts qui sont cachés. Et pour illustrer ça, je vous ai mis un exemple sur des données France 2007 qui a fait l'objet d'une publication de l'URCECO. Et vous voyez que les coûts indirects, donc liés soit à la perte de productivité, soit à la perte de qualité de vie, représentent la majorité de ces coûts, plus de 80%, soit la grande partie, la partie immergée de l'iceberg, alors que les coûts directs liés soit au secteur médico-social, soit au centre de santé, représentent moins de 20% des coûts totaux. Donc, si vous regardez ce que j'ai écrit tout en haut sur la slide, on a un coût total des troubles mentaux en France qui a été estimé à 109 milliards d'euros. Donc, je voulais juste vous rassurer, ils ne représentent pas un septième des dépenses de santé en Europe, c'est juste que dans l'étude européenne, ils n'ont pas inclus les coûts liés à la perte de qualité de vie que nous, on a inclus dans notre étude. Alors face à ce fardeau qui est relativement alarmant, il y a une vraie nécessité de développer des solutions basées sur des résultats de recherche scientifique, et c'est ce qui a été souligné à plusieurs reprises par l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y a des équipes de recherche qui ont déjà montré que les troubles mentaux ne sont pas une priorité pour les pouvoirs publics et qui ont estimé que les ressources allouées à ce champ de recherche n'étaient pas suffisantes. Et c'est dans ce contexte qu'il y a un projet européen qui a été développé pour soutenir la recherche en santé mentale. Donc je vais juste vous en dire quelques mots puisque c'est dans le cadre de ce projet qu'ont été développées toutes les études qu'on va vous présenter par la suite. Alors, donc c'est le projet ROMER. ROMER, c'est l'abréviation de A Roadmap for Mental Health Research in Europe, qui est un projet qui avait 3 objectifs principaux. Dans un premier temps, d'établir un état des lieux de la recherche en santé mentale en Europe, d'identifier les manques de ce type de recherche et d'émettre des recommandations pour améliorer la situation. Il y a 8 pays qui ont participé au consortium principal: l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. C'est un projet qui a débuté en octobre 2011 et qui est prévu pour se terminer en mars 2015, même si toutes les étapes de valorisation vont continuer un petit peu après.
C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne dans le cadre du Seventh Framework Programme, et Jean-Baptiste vous dira tout à l'heure toutes les données sur le financement de la recherche en santé mentale dans le cadre de ce projet, et dont la finalité était de définir un plan d'action pour les 10 à 15 prochaines années pour soutenir et développer la recherche en santé mentale. Donc, une des études ancillaires qui a été développée dans le cadre de ce projet, c'était une étude qui portait sur le financement national de la recherche en santé mentale en Europe à travers l'exemple de 4 pays européens. On est parti d'un constat initial qui a aussi fait l'objet d'une publication par l'URCECO et qui avait montré en fait qu'il y avait des disparités entre les pays au niveau du financement de la recherche en santé mentale. Si vous voyez ce que j'ai mis en bleu sur le graphique, la France avait 2% de son budget de la recherche en santé en 2007 qui était consacré à la recherche en santé mentale, contre 7% pour le Royaume-Uni et 16% pour les États-Unis, alors que vous voyez que si on regarde le pourcentage des dépenses de santé qui sont allouées à ces troubles et le pourcentage de DALY, DALY c'est Disability Adjusted Life Years, c'est le nombre d'années de vie perdues du fait soit d'une mort prématurée, soit d'un handicap sévère, vous voyez que les différences ne sont pas significatives entre la France et les autres pays, et que même on a un pourcentage de DALY qui est un petit peu plus élevé que dans les autres pays. Donc a priori, il n'y a pas de raison pour que la France investisse aussi peu dans la recherche. Donc on a voulu actualiser les données et comparer ça avec davantage de pays européens. Donc on a considéré l'année 2011 et le champ nosographique, c'est celui qui a été considéré pour toutes les études du projet Romer. C'est l'ensemble des maladies du chapitre troubles mentaux et du comportement de la classification internationale des maladies, à l'exception des démences et des retards mentaux, mais en incluant l'autisme et les troubles apparentés. Il y a 4 pays qui ont été considérés, l'Espagne, la Finlande, la France et le Royaume-Uni. Donc ils ont été choisis parce qu'ils étaient volontaires et parce que la faisabilité de l'étude dans ces pays avait été avérée. On a considéré les financements publics et privés à but non lucratif. On n'a pas considéré les financements privés à but lucratif et il y a 2 raisons pour cela. La première, c'est que déjà les financements, et je pense notamment à ceux de l'industrie pharmaceutique à but lucratif, ne sont pas investis dans un pays en particulier. C'est difficile de l'allouer à un pays donné. On ne peut pas dire voilà, c'est le pays qui a développé le clinical trial qui va recevoir les fonds, ça n'a pas de sens. Et en plus, ils sont assez frileux pour communiquer leurs données qu'ils jugent confidentielles. Donc du coup, on ne les a pas inclus dans l'étude. Alors, on a utilisé plusieurs méthodes, donc je vais juste en dire quelques mots. La première méthode qui a été la méthode principale, c'est la méthode bottom-up. Donc en économie de la santé, une méthode bottom-up, ça consiste à faire la somme des coûts individuels, ou des financements individuels dans notre cas, pour obtenir le coût total. Donc c'est la méthode qu'on a appliquée en Espagne, en Finlande et en Royaume-Uni pour l'ensemble des sources de financement, et en France uniquement pour les financements sur projet et les financements à but non lucratif, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et donc, on a recueilli ces informations soit dans les rapports annuels des institutions qui financent la recherche, soit en contactant directement les financeurs quand les informations n'étaient pas disponibles dans les rapports annuels. Donc on a identifié l'ensemble des financeurs principaux de la recherche en santé, que ce soit les financeurs nationaux et régionaux. Et pour les financeurs régionaux, je pense notamment au cas de l'Espagne, qui est organisée en communauté autonome, qui a un certain nombre de pouvoirs législatifs et exécutifs et qui finance donc à titre individuel des programmes de recherche en santé. On a recueilli pour le financement de la santé mentale l'ensemble des financements pour des projets qui étaient inclus dans le champ de notre étude, mais aussi l'ensemble des financements structurels qui étaient attribués à des institutions ou des équipes de recherche qui travaillaient sur la santé mentale. Et en parallèle, on a également recueilli l'ensemble des financements qui étaient attribués à la recherche en santé afin de pouvoir avoir un comparatif entre la santé mentale et les autres champs de recherche en santé. Alors pour la France, comme je vous l'ai dit précédemment, pour le financement structurel des institutions de recherche, on n'a pas pu utiliser une méthode bottom-up, tout simplement parce que la façon dont sont organisés les budgets des institutions de recherche en France ne permet pas de déterminer quels sont les coûts de fonctionnement ou les coûts de financement structurels généraux qui sont attribués à un champ de recherche plutôt qu'à un autre. Donc on a dû développer une méthode alternative qui est une méthode top-down, donc qui consiste à partir des budgets globaux des institutions de recherche et à partir d'une clé d'allocation, déterminer ce qui a été attribué spécifiquement à la recherche en santé mentale. Donc on a récupéré le budget annuel des institutions de recherche publique dans les lois de finances, puisque c'est une information qui est publique et qui peut être recueillie par tout le monde. Et la clé de répartition qu'on a choisie, c'était le ratio du nombre de publications en psychiatrie sur les publications en santé, sachant que les publications, c'est un proxy des activités de recherche qui a déjà été utilisé par d'autres équipes de recherche, et notamment l'équipe de Lewinson au Royaume-Uni. Et on a fait l'hypothèse que la productivité des chercheurs en santé mentale était la même que
que celle des chercheurs des autres champs de la recherche, et on a testé cette hypothèse dans une analyse de sensibilité. Et c'est comme ça qu'on a récupéré les financements structurels de la recherche en santé mentale pour chacune des institutions considérées. Alors voilà les premiers résultats. Donc si on regarde le montant total alloué à la recherche en santé mentale, vous voyez qu'on passe de 16,8 pour l'Espagne à 95,3 millions d'euros pour le Royaume-Uni. Mais ça n'a pas vraiment de sens d'interpréter et de comparer les chiffres bruts comme ça dans des pays qui n'ont pas du tout la même population, ni les mêmes contextes. Donc on a essayé de trouver des indicateurs alternatifs qui permettent de faire des comparaisons plus fiables. On a regardé notamment le financement par habitant de la recherche en santé mentale en euros par habitant. Et vous voyez que là, l'Espagne se retrouve en dernière position avec 0,4 euros par habitant. Et la Finlande passe en première position avec 1,9 euros par habitant. Mais l'indicateur qui est le plus fiable pour faire des comparaisons entre pays, parce qu'il va être moins sensible aux petites différences de méthode qu'il y aura pu y avoir dans les différents pays, c'est le pourcentage des financements de la recherche en santé alloués à la santé mentale. Donc vous voyez que malheureusement notre partenaire de la London School of Economics n'a pas pu nous communiquer le budget total de la recherche en santé pour l'instant, donc on n'a pas pu faire la comparaison, mais on aura cette donnée bientôt. Et vous voyez que là la France se retrouve en dernière position avec 4,1% contre 9,7% pour la Finlande et 5,6% pour l'Espagne. Je vous ai également mis le produit intérieur brut par habitant pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas globalement des différences trop importantes entre les pays considérés qui pourraient justifier ces différences. Alors on a également essayé de regarder comment ces financements se répartissaient entre les sources de financement public et les organisations à but non lucratif. Donc de façon peu surprenante, vous voyez que la majorité des financements proviennent de financements publics, mais ça varie quand même entre 3% pour l'Espagne tout en haut et 27% pour le Royaume-Uni en bas. Et en France, notre méthode nous a permis de voir la répartition également entre financement structurel et appel à projet. Et vous voyez que les financements structurels représentent la grande partie des financements puisqu'ils représentent près de 90%. Alors la deuxième étude que je voulais vous présenter, qui a été une étude menée spécifiquement en France, où on a cherché à voir si, lorsqu'il y avait des mesures qui étaient dédiées à soutenir la recherche en santé mentale, ça avait un impact ou non sur le financement de cette recherche. Alors donc, on est parti encore une fois du constat de 2007 que je vous avais présenté, où la France était très en retard par rapport aux autres pays. Et depuis 2007, il y a eu une certaine volonté politique de soutenir la recherche en santé mentale, déjà avec le plan d'action pour la psychiatrie et la santé mentale 2005-2008, qui a insisté sur la nécessité de soutenir la recherche en santé mentale, et qui a été repris dans un deuxième plan, le plan pour la période 2011-2015. Il y a également eu la création d'un réseau de collaboration en santé mentale, donc, que vous connaissez très bien, la Fondation Fondamentale, donc, qui apporte son soutien aux chercheurs, qui développe des réseaux coopératifs, et notamment le réseau des centres experts, et qui fait un certain nombre de communications et de lobbying auprès des pouvoirs publics. Et puis, sur cette période, il y a eu également le développement d'appels à projets spécifiques, et qui étaient dédiés spécifiquement à des projets de recherche en santé mentale, et je pense en particulier au projet de l'Agence nationale de la recherche. Donc notre objectif, je l'ai déjà dit, c'était d'évaluer l'efficacité des mesures développées et on a étudié du coup les données 2007, 2009 et 2011 en utilisant un mix entre les méthodes bottom-up et les méthodes top-down comme ce que je vous ai présenté précédemment pour l'année 2011. Alors si on regarde le financement structurel des différentes institutions de recherche et qu'on regarde le montant brut dans la dernière ligne du tableau, vous voyez qu'on est passé de 19,9 millions d'euros en 2007 à 71,8 millions d'euros en 2011. Donc quand on regarde juste les chiffres comme ça sans tenir compte des changements de politique publique qu'il y a pu avoir sur cette période, ça paraît énorme. Et vous remarquez que cette augmentation est principalement liée aux universités qui sont passées de 1,5 million d'euros à 26,4 millions d'euros. Donc il faut toujours interpréter ça à la lumière des politiques et des changements de politique qu'il y a pu avoir sur cette période, puisqu'en fait il y a eu la loi d'autonomisation du budget des universités qui a rendu les universités beaucoup plus autonomes dans la gestion de leur budget et elles gèrent maintenant la masse salariale. Donc c'est ce qui peut expliquer cette augmentation. Et d'ailleurs quand on regarde le pourcentage de la recherche en santé qui est alloué à la santé mentale pour les universités, vous voyez qu'il a doublé, il est passé de 2,4 à 4,1%, mais c'est une augmentation qui est plus faible que celle qui peut être observée par exemple pour le CNRS ou l'Institut Pasteur. Donc ça tendrait à dire que c'est plus un changement structurel qu'un investissement massif dans la recherche en santé mentale. Donc c'est pour ça que j'insiste encore sur le fait qu'il faut plutôt considérer le pourcentage de la recherche en santé qui a été alloué à la recherche en santé mentale et vous voyez qu'il a quand même doublé sur la période puisqu'il est passé de 2,2 à 4,1%.
Quand on regarde maintenant le financement par appel à projet, on a une augmentation également. Quand on regarde la dernière ligne du tableau, on est passé de 3,8 millions d'euros en 2007 à 11,8 en 2009 et 8,6 en 2011. Donc vous voyez qu'on a une augmentation qui est moins linéaire, puisqu'on a un montant qui est plus important en 2009 qu'en 2011. Et ce sera lié au fait qu'en 2009, il y a eu des appels à projets spécifiques psychiatrie et neurologie qui ont été développés par l'Agence nationale de la recherche, ce qui n'a pas été le cas en 2011. Mais on voit que le pourcentage de la recherche en santé alloué à la recherche en santé mentale est quand même passé de 4,9 à 5,4 en 2011, et c'est lié notamment au fait que l'Institut de recherche en santé publique a également développé des appels à projets spécifiques pour la santé mentale en 2011. Et puis bien sûr, il y a eu les appels à projets santé mentale de l'ANR, auxquels certains d'entre vous ont peut-être répondu, mais comme ils ont commencé à être financés en 2012, ils ne sont pas comptés dans les données 2011. Alors quand on regarde de façon un petit peu plus globale, en mettant toutes les sources de financement, que ce soit les organisations à but non lucratif, les appels à projets et le financement structurel des institutions publiques, donc vous voyez que les montants globaux ont considérablement augmenté sur cette période. C'est ce que vous pouvez voir en bleu, en rouge et en vert. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours interprété à la lumière des changements de politique de santé. Et par contre, quand on regarde le pourcentage de la recherche en santé allouée à la santé mentale qui n'est pas sensible à ces changements de politique, vous voyez que ça a doublé sur la période 2007-2011. Donc ces résultats tendent à montrer que les mesures dédiées ont une efficacité, en tout cas que quand les pouvoirs politiques ont conscience du problème, ça change les choses. Et une des mesures qui marche notamment, c'est le développement d'appels à projets dédiés. Or, je pense que ça n'aura pas échappé aux personnes qui ont répondu à des appels à projets ANR cette année ou l'année dernière. Maintenant, les appels à projets spécifiques, ça n'existe plus. Et c'est des appels à projets blancs qui sont communs à un ensemble de spécialités. Du coup, on peut craindre que seules les spécialités qui sont déjà bien développées, qui attirent déjà les chercheurs les plus compétitifs, continuent à obtenir des financements au déprofit notamment de la recherche en santé mentale. Voilà, donc le pourcentage de la recherche en santé allouée à la santé mentale a augmenté, il a doublé sur la période 2007-2011, mais il reste inférieur à celui qui a été observé en Espagne et en Finlande en 2011 et à celui observé aux USA et au Royaume-Uni en 2007. Donc voilà. Et si on regarde des chiffres actualisés sur les dépenses de santé et le pourcentage des DALI qui sont liés aux troubles mentaux, vous voyez que pour les dépenses de santé, la France se situe dans la moyenne des autres pays, et que pour le pourcentage des DALI, on est toujours un petit peu supérieur aux autres pays. Donc il n'y a vraiment pas de raison pour que la France investisse moins que les autres pays dans la recherche en santé mentale. Donc voilà, j'ai fini pour ma partie et je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci. Bonjour à tous. Donc on passe au niveau européen après le niveau national présenté par Coralie. Alors pour commencer, en 2004-2005, la santé mentale monte un peu à l'agenda politique de l'Union européenne. On reconnaît que c'est un vrai problème de santé publique et qu'il y a besoin d'une stratégie commune. Le but du travail que je vais vous présenter, c'est de voir si ces déclarations étaient suivies des faits. Et puis concrètement, combien le FP7 a dédié à la santé mentale en volume brut et proportionnellement à la santé et aux autres domaines de la recherche, même en général. Et on a essayé également de savoir comment cette manne financière, donc européenne, enfin de l'Union européenne, a été dédiée entre les pays qui en ont bénéficié. Donc le FP7, c'est le financement de la recherche entre 2007 et 2013 inclus. C'est en bon français, c'est le 7e programme cadre. Il est subdivisé en sous-programmes selon les modes de financement et selon les thématiques de recherche. Vous avez certainement participé, enfin je sais que dans la salle il y en a qui ont participé et qui participent d'ailleurs encore à des projets financés par le FP7 puisque c'est des projets qui courent toujours. Donc voilà, les principaux sous-programmes, c'est Cooperation qui finance des consortiums transnationales impliquant plusieurs équipes. IDES qui est un programme plus spécifique et très compétitif où en fait les chercheurs viennent avec leurs idées. Donc c'est des appels blancs. People qui finance plutôt des parcours de carrière, des formations, des choses comme ça. Capacity Euratom dédié au nucléaire, etc. Le FP7 annonce 55 milliards d'euros dépensés, touchant aux recherches confondues, et 6 milliards dans la santé spécifiquement. Une étude publiée en 2013 disait qu'entre 2007 et 2008, 283 millions d'euros avaient été dépensés pour les troubles neuropsychiatriques. Donc nous, on a voulu vérifier un peu tout ça. On a utilisé comme source de données le service Cordis,
qui nous a très aimablement mis à disposition la base de données de l'ensemble des projets qui ont été financés par le FP7 pendant ces 7 ans. Je vous ai fait la liste des variables, donc le nom et l'acronyme du projet, sa description, donc c'est un abstract de 10 lignes à peu près, la durée, le coût du projet ainsi que la part qui était financée par le FP7, le programme et les sous-programmes d'appartenance, ainsi que le nom et le pays d'appartenance des participants à ces projets, quand il y avait plusieurs équipes participantes. On a utilisé le même champ nosographique de Romer. Je précise qu'on a supprimé l'addiction à la nicotine qui fait parfois partie du chapitre. On a établi donc une liste de 116 mots-clés qu'on a recherchés soit dans le titre, soit dans la description du projet. Donc les mots-clés pouvaient avoir trait à des pathologies, la symptomatologie des troubles mentaux ou des termes beaucoup plus généraux. Pour voir la répartition de ces budgets entre les pays participants, là ça c'est un peu compliqué. On a dû contacter tous les principaux investigateurs, les coordinateurs de projets, et leur demander comment le budget FP7 avait été subdivisé entre tous les pays ou tous les participants. Puisque plusieurs participants d'un même pays, enfin il y a des projets dans lesquels plusieurs participants d'un même pays pouvaient exister. On a réussi à avoir 70% de ces informations. Donc pour 30% des projets, on ne savait pas comment la manne budgétaire allouée par le FP7 était divisée entre les pays. On a dû du coup modéliser. On a modélisé pour savoir quelles étaient les variables explicatives et déterminantes du coût, de la répartition du budget entre les participants. Les variables explicatives sont le rôle du participant, est-ce qu'il est principal investigateur et donc coordinateur, ou est-ce qu'il est simple participant, le nombre de participants bien sûr, et également de façon intéressante et normale, la zone géographique, donc Europe de l'Est, du Sud, du Nord et de l'Ouest, et non-Europe, parce que bien sûr les budgets dépendent des ressources humaines qui ne sont pas payées pareil. Un projet, quand une équipe de recherche coûte moins cher en Roumanie qu'en Scandinavie par exemple, du coup, à partir de ces variables-là, on a réussi à savoir comment le budget européen était divisé entre les pays. Voilà, donc il y avait 25 431 projets financés par le FP7. Il y en a 752 qui matchaient un des mots-clés. On a revu tous ces projets en double aveugle avec Coralie, on les a classés. Donc il y en a 373 qui n'appartenaient pas au champ de la santé mentale. Et les 379 qui étaient liés à la santé mentale, on s'est permis de les distinguer entre ceux complètement dédiés à la santé mentale. Donc là, il y en avait 212. Donc c'est des projets typiquement Romer, qui est vraiment faire la feuille de route de la recherche en santé mentale, c'est purement santé mentale. Ou Icomberg, par exemple, que certains ici connaissent, qui est dédié à la dépression et à son traitement. Bon, ça, c'est des projets dédiés à la santé mentale. Après, il y avait 167 projets qui étaient faire le mapping des maladies chroniques en Europe. Et dans les maladies chroniques, il y a la santé mentale. Donc voilà. On les a conservés et je vais vous donner les résultats qui les concernent, mais on a voulu quand même faire cette distinction qui nous semble importante. Alors voilà les résultats. Je suis désolé, le tableau devait apparaître ligne par ligne, ce n'est pas le cas. Donc, là, vous avez le nombre de projets dans le FP7 et en milliards d'euros, combien a été financé. Donc nous, on a trouvé 43 milliards d'euros, on n'a pas trouvé 55 milliards d'euros comme annoncé par le FP7, première chose. Là, vous avez dans dans les troisième et quatrième colonnes, les projets vraiment dédiés à la santé mentale, donc les 212 projets qui ont reçu 359 millions d'euros. Ça représente un peu moins de 1% du total du FP7. Total du FP7, donc qui finance la recherche spatiale, donc tout champ de recherche confondu, c'est normal que le pourcentage soit assez faible. Et là, je vous ai mis les résultats pour les projets simplement reliés à la santé mentale. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder au sein du programme coopération et surtout du sous-programme santé, donc dédié à toute la recherche en santé. C'est un sous-programme qui a reçu 4 milliards d'euros, il y avait 1008 projets. Il y en avait 41 qui étaient vraiment dédiés à la santé mentale, c'est 4%, et c'est exactement le même pourcentage en financement. C'est 197 millions d'euros. On peut rajouter, pour faire un range, on peut dire qu'entre 4 et 5% du budget et des projets du programme santé ont été alloués à la recherche en santé mentale par l'Union européenne. Donc c'est des chiffres qui se rapprochent plus des chiffres français que des chiffres par exemple des États-Unis ou du Royaume-Uni. Vous avez en dessous pour les autres sous-programmes mais avec des pourcentages similaires puisque c'est toujours tout champ de recherche confondu.
Voilà, quand on compare les projets, qu'on a trouvé les 212 projets de santé mentale avec le total, les autres projets en général dans le FP7, les moyennes et médianes sont à peu près pareilles. C'est des projets en revanche qui sont souvent portés individuellement, alors qu'en général, dans le FP7, il y en a beaucoup plus qui sont collectifs, il y a des projets de collaboration. Et c'est un champ qui est investi de façon très hétérogène par les pays. Donc ça, on a comparé en fait le pourcentage de participation des pays dans tous les projets du FP7. Donc, par exemple, le Royaume-Uni obtient 13% des projets du FP7. Il en obtient en revanche 18% dans ceux dédiés à la santé mentale. L'Allemagne aussi en participe plus à un tropisme un peu vers la santé mentale. Il participe plus à des projets de santé mentale qu'en général dans le FP7. Le Pays-Bas aussi. L'Espagne, c'est pareil. En revanche, la France, c'est ça qui nous a vraiment surpris, c'est que on participe à moitié moins dans les projets de santé mentale que les projets en général du FP7. Donc ça, c'est vraiment un chiffre assez surprenant et qui montre qu'il y a peut-être un problème des équipes de recherche françaises à attirer ou à obtenir des fonds européens. Quand on regarde la répartition du nombre de projets par pays, on voit que ça suit quand même forcément la population des pays. Donc plus les pays sont peuplés, plus ils obtiennent de projets. La France en obtient quand même un peu moins que l'Italie et l'Espagne, même si elle est dans la même catégorie. Et on obtient substantiellement autant qu'Israël. Pour les montants bruts reçus par pays, donc là, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, on voit que c'est assez important, on voit que les Pays-Bas s'en sortent très très bien. Et là, la France commence déjà à décrocher par rapport à l'Italie et l'Espagne. Il y a aussi le gap traditionnel entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, qu'on ne peut pas expliquer simplement par la différence du coût de la ressource humaine en recherche quand même. À l'exception notable à l'Est de l'Estonie, qui s'en sort très bien quand on rapporte les montants reçus au nombre d'habitants. Donc là, quand on ajuste sur le nombre d'habitants, on voit qu'il y a vraiment une différence nord-sud très importante, les pays méditerranéens qui décrochent beaucoup, et la France est en dessous de l'Italie et de l'Espagne de façon assez significative, même si ça n'apparaît pas sur les couleurs. Elle est plutôt du côté du Portugal, la France. Et elle fait moins que la Suisse, qui n'est pas l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'était la comparaison entre les pays. Si on compare avec avec un autre champ de recherche qu'est la neurologie, on voit que le FP7 a dépensé 363 millions d'euros pour les maladies mentales entre 2007 et 2012, donc moins une année que ce chiffre-là. Il en a dépensé 802 millions, donc les maladies mentales en reçoivent moins de la moitié moins, pardon. Alors à côté, je vous ai mis à titre indicatif le poids en DALYS, donc le coût épidémiologique ici, donc c'est 3 fois plus pour les maladies mentales quand même, et le coût, donc le fardeau économique des maladies mentales par rapport aux maladies neurologiques et neurodégénératives. Donc c'est pareil, 2 fois moins. Les 3 études sur lesquelles je base ces chiffres ne recouvrent pas totalement les mêmes champs nosographiques, je dois le dire, mais c'est à 90%, il y a un overlap. C'est quand même de base, c'est quand même les mêmes champs. En d'autres termes, quand l'Union européenne dépense 37 euros par DALY pour les maladies mentales, elle en dépense 222 pour un DALY en neurologie. Et ça, c'est un problème qu'on voit aussi souvent dans les appels à projets. Je ne sais pas si certains ont tenté l'ANR 2015. Il y avait un des objectifs, les objectifs clés de l'ANR 2015, la maladie mentale était dans l'objectif neurologie. Il y avait une fois, si on faisait un contrôle F, un recherche dans le document de l'appel à projet de l'ANR, la seule fois où maladie mentale sortait, c'était dans l'objectif qui était en fait basé sur la neurologie. Donc il y a eu beaucoup un travail avec des focus group et des experts pour dégager quand même des recommandations et des perspectives. Donc les recommandations, au niveau de notre Work Package qui était dédié vraiment au financement et aux infrastructures de recherche, ils veulent que dans les prochaines années, on améliore la transparence dans la création des appels à projets. Il y avait beaucoup d'experts et de chercheurs qui ne comprenaient pas les appels à projets de l'Union européenne, qui trouvaient qu'ils ne correspondaient absolument pas au désir, inspiration des chercheurs en santé mentale. Créer des systèmes de financement rapides et flexibles. Il y avait cet exemple de la crise le tremblement de terre en Haïti. Il y a eu des chercheurs qui travaillent sur le stress post-traumatique, par exemple, qui auraient voulu là tout de suite dégager des fonds, aller créer une cohorte ou des choses comme ça. Il n'y a pas de financement qui existe comme ça en Europe, enfin, en tout cas au niveau de l'Union européenne, peut-être dans certains pays, mais pas en France, je crois. Augmenter la proportion de financement structurel et développer des financements sur projets plus longs. Donc ça, c'est toujours le débat et le discours sur la précarité de la recherche, du travail en recherche.
Créer des fonds de l'Union européenne ciblés santé mentale, c'est toujours pas le cas dans le cadre de Horizon 2020, Horizon 2020, qui est le nouveau programme pour 7 ans de financement de la recherche de l'Union européenne. Et renforcer les liens entre décideurs et chercheurs avec l'arrière-pensée que les décideurs mettent enfin sur la table le montant alloué à la recherche qui correspond au fardeau économique et épidémiologique des maladies mentales. En pratique, au niveau simplement de l'Union européenne, il y a 2 outils qui pourraient être utilisés dans le cadre d'Horizon 2020 pour financer la recherche en santé mentale. Ces 2 outils en fait qui permettent de créer une stratégie commune entre différents pays de l'Union européenne. Donc l'ANR va voir son équivalent allemand et ensemble ils définissent une stratégie commune de financement de la santé mentale. Ça implique le leadership d'un pays quand même et que les autres suivent. Et l'Union européenne paye uniquement le secrétariat de cette Joint Programming Initiative. Voilà, pour l'instant, dans la H2020, il n'y a pas eu beaucoup d'actualisation de cet outil. En revanche, ils mettent beaucoup en avant les Eranet Co-Fund, où ils parlent de Public-Public Partnership, donc une autre forme de PPP, on avait plutôt l'habitude de Private Public Partnership, là c'est le public-public, donc c'est pareil, c'est l'ANR française qui va avec l'ANR des Pays-Bas, et ensemble ils définissent une stratégie, ils font des appels à projets communs, et l'avantage de l'Eranet Co-Fund, c'est que là l'Union européenne va financer au moins un seul appel à projet dans le cadre de cette stratégie commune des financeurs nationaux. Et ça permet aussi d'avoir l'avantage de ne pas faire travailler tous les chercheurs sur un même appel à projet dans tous les pays. Donc en conclusion, le financement, vous l'avez compris, est insuffisant pour la recherche en santé mentale. La recherche sur le diabète, l'asthme, le cancer et beaucoup d'autres maladies reçoivent plus de financement par DALI. L'Union européenne ne dédie au maximum que 5% de son financement de la recherche à la santé mentale. Il y a des disparités très importantes entre les financements nationaux et dans la façon dont les nations attirent les financements de l'Union européenne. Le pourcent de la recherche en santé alloué à la santé mentale est compris entre 4% en France et donc 10% en Finlande. Et la situation française, vous l'aurez compris aussi, est particulièrement préoccupante. Mais Coralie a montré que des mesures ciblées au niveau national pouvaient augmenter ce financement et fonctionner. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions.